un nouvel épisode de la parenthèse acidulée. Aujourd'hui, on reçoit Vi. Salut Vi. Salut Faustine. Avec toi, on va parler d'un sujet des réseaux sociaux, mais surtout on va parler de LinkedIn, qui est un peu pas le sujet, enfin le réseau qu'on a du mal à aborder, mais qui fait un petit peu peur. Donc aujourd'hui, tu vas nous expliquer comment toi tu t'es lancé, ce que tu mets en place sur LinkedIn. Mais avant, est-ce que tu veux bien nous dire quelques mots sur toi? Alors pour faire courte, je m'appelle Vi, je suis graphiste et mon métier c'est de valoriser l'expertise santé des startups et des PME en leur créant une image professionnelle. Top, merci du coup pour cette présentation et on va tout de suite passer au sujet qui nous intéresse, LinkedIn. Déjà, est-ce que tu peux me dire pourquoi toi, tu as choisi de communiquer sur LinkedIn? Parce que quand on choisit un réseau social pour communiquer, on a toujours ses raisons. Alors j'en ai trois. La première, parce que quand j'ai commencé ma carrière en tant que graphiste en 2016, j'avais trouvé mon emploi via LinkedIn. Donc j'étais consciente qu'il y avait pas mal d'opportunités dessus et que c'était un réseau qui avait beaucoup de potentiel pour faire du business. Donc je me suis dit, autant se lancer, on verra bien ce que ça va donner. Deuxième raison, c'était pour éviter de faire du démarchage téléphonique, parce que j'avais commencé à faire de la prospection téléphonique et je me suis rendu compte que j'étais pas du tout à l'aise dessus. Et donc j'ai préféré le format écrit pour pouvoir m'exprimer et pour avoir le temps d'échanger et de me connecter avec les gens, grosso modo. Et quand on parle de LinkedIn, il y a souvent cette image très professionnelle qui a tendance à faire peur quand on veut se lancer. Est-ce que toi, tu as eu un peu des doutes quand tu t'es lancé ou quelques a priori sur cette plateforme, sur ce réseau? Honnêtement, non. Me lancer, c'était pas compliqué, parce que, j'avais déjà fait un peu, une étude de marché pour voir qui était dessus et voir quel type de levier est-ce que je pouvais utiliser pour aussi m'en servir à mon tour et je suivais des influenceurs comme, Christopher Piton, qui est très connu notamment pour ses carousels, jaunes et noirs et aussi pour le livre qu'il avait sorti à l'époque où quand j'ai commencé à publier. Donc ça tombait très bien parce que j'avais des supports sur lesquels m'appuyer et le fait de voir que d'autres créateurs de contenu y sont arrivés, je me suis dit: «Pourquoi ne pas me lancer aussi?» Et en fait, pour moi, la difficulté, c'est de trouver du contenu qui soit pertinent et percutant pour ma cible. Plus un peu le syndrome de la page blanche et troisièmement, c'était la peur du jugement et du regard des autres. En fait, comme j'avais terminé ma dernière expérience en tant que salarié, j'avais un peu des a priori par rapport à ça, par rapport à mon employeur qui me dise: «Ah mais tu peux pas dire ce genre de choses» ou enfin, c'était plus par rapport à, comment est-ce que je vais gérer la critique, au quotidien. Et du coup, par rapport à cette peur de la critique qui pouvait venir, de Mmh. personnes qu'on ne connaît pas, de personnes qu'on a eues, justement dans sa vie de salarié ou autre, enfin qu'on connaît, comment toi tu as réussi à t'en détacher au fur et à mesure pour ne plus avoir cette, peur? Alors, excellente question. Déjà, si on a des mauvaises expériences avec certaines personnes, c'est déjà de les supprimer de son réseau, quitte à les bloquer, parce que ça sert à rien de se pourrir la vie avec ce genre de connexion-là et de garder un maximum des personnes avec qui on peut se connecter parce qu'on partage des valeurs similaires, parce qu'on s'entend bien, parce qu'il y a des possibilités de faire des affaires. Donc, pour moi, les gens, si on a des mauvaises expériences, soit on les garde pas, on les mentionne pas, ou soit on coupe tout contact et c'est plus facile de le faire comme ça. Ouais, du coup, le fait de faire un peu le tri, un peu le ménage, ça peut aussi aider à se lancer parce qu'on va pas se dire: «Non, mais il y a un tel qui va regarder mon post, il va me juger derrière». Là, on est plus dans un esprit positif où il y a Oui. pas on n'a pas peur de ces réactions de personnes qui nous voudraient, entre guillemets, «du mal». Donc c'est Oui. déjà faire le tri en premier. Et tu parlais aussi de la peur de la page blanche, parce que c'est vrai que c'est un gros sujet. Mmh. Quel sujet aborder, en tout cas, sur, LinkedIn? Qu'est-ce qu'on va écrire? Toi, comment tu as fait, en fait, pour, développer ta stratégie, créer du contenu au fur et à mesure, spécifiquement sur LinkedIn? Est-ce que c'est des choses qui ont évolué aussi avec le temps? Alors clairement, une stratégie de contenu, c'est pas figé dans le marbre, ça évolue en fonction de ton business et de ta personne aussi. Donc au début, on sait pas trop quoi publier. Moi, je me rappelle, j'avais beaucoup publié sur tout ce qui est identité visuelle, sur du branding, sur les marques et je partais un peu de mes connaissances. Et après, à partir de ça, je me suis rendu compte en affinant et puis en discutant avec ma cible, quelles étaient les problématiques, de sorte à pouvoir orienter le contenu pour que ça puisse répondre à une problématique. Donc au début,
je trouve, surtout dans le métier créatif, c'est que beaucoup de designers vont partager des connaissances qui vont s'adresser à une audience qui est pas très mature sur notre sujet. Par exemple, comment choisir les bonnes couleurs pour son identité visuelle, quelles sont les erreurs à ne pas faire pour sa marque. Là, on s'adresse à une audience qui est pas très qualifiée, donc au début, Heu, on s'en rend pas compte, mais maintenant que j'ai un peu plus de maturité là-dessus, je me suis rendu compte qu'une bonne stratégie de contenu, elle doit suivre le parcours d'achat de ton prospect. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, hem, pouvoir évaluer à quel stade de maturité est-ce qu'elle est dans ton entonnoir de vente et comment est-ce que tu vas faire pour la sensibiliser à son problème et ensuite l'amener à trouver la solution, soit qu'elle se débrouille par elle-même, ou soit qu'elle aille te contacter parce que c'est ça l'objectif à la fin de ta stratégie de contenu, c'est de pouvoir convertir cette audience-là pour qu'elle puisse, passer à l'achat. Et du coup, si on prend un exemple concret, toi, aujourd'hui, LinkedIn, tu t'en sers comment au quotidien? Enfin, quelles actions tu mets en parce que du coup, on a parlé, toi, tu crées des posts, mais tu fais pas que ça. Comment vraiment tu te sers de finalement, cet outil pour ton Mmh. business? Alors pour pas être assez concise, je dirais que j'ai une routine, d'1 heure à peu près tous les jours, sauf les jours de publication où là je passerai un peu plus de temps. Grosso modo, bah, je réponds déjà aux commentaires des gens, je vais, traiter toutes les notifications, répondre, aux messages en commentaire. Et en fait, les gens sous-estiment et pensent que tout se passe dans la création de contenu, mais derrière ça, il faut pouvoir entretenir son réseau. Entretenir, ça veut dire quoi? Ça veut dire cibler les personnes avec qui on peut se connecter. Ça peut être des prescripteurs de services, ça peut être d'autres freelances qui ont des compétences complémentaires, avec qui on peut partager nos réseaux, soit parce qu'on est positionné sur un même secteur, une même problématique ou qu'on a la même cible. Donc là, ça peut être intéressant de faire ce travail-là d'étude de marché et pas cibler uniquement les prospects. Parce que le réseau, tu as les prospects, enfin les prospects, tu as les chauds, les moyens, les froids. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail. Tu as les prescripteurs de services, ça peut être des pairs avec qui tu as un bon contact et qui peuvent potentiellement te recommander auprès de leur réseau. Donc en fait, c'est pouvoir identifier toutes ces personnes-là avec qui tu vas pouvoir échanger. Et le plus dur, c'est pas de faire grossir ce réseau, c'est de pouvoir l'entretenir. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent: «Oui, ajouter, 100 personnes, toutes les semaines», c'est bien de les rajouter, mais s'il se passe rien derrière, ça va être hyper compliqué de pouvoir capitaliser sur son réseau. Donc il y a cette partie-là et pour créer du lien aussi, il faut interagir avec le commentaire des autres. Donc si par exemple moi je me positionne dans la santé, je vais aller identifier par exemple 10 entreprises qui m'intéressent, avec qui j'aimerais, pouvoir travailler, d'aller identifier qui sont les décisionnaires. Vu que je suis graphiste, ça va être souvent des chargés de communication, des chargés de marketing ou des dirigeants. Donc en fait, c'est de devenir visible dans leur fil d'activité, de sorte à ce qu'ils puissent m'identifier à vie égale, X problématique et que le jour où ils auront besoin de moi sur cette problématique-là, ils penseront à moi. Donc en fait, si on peut, on va dire, à peu près résumer, Mmh. tu vas chercher, en tout cas, cibler ces personnes-là. Tu vas te rendre visible de par, tes commentaires et eux vont peut-être même, du coup, te répondre, en dessous et Mmh. finalement, ton contenu, ça peut servir d'aimant après quand une fois que tu t'es rendu visible auprès d'eux, pour Oui. qu'eux sachent ce que tu fais et en fait, c'est limite ton contenu qui va servir tout le travail que tu as fait en amont, pour, rentrer en tout cas, établir ce premier lien de connexion à travers les commentaires. Ouais, c'est bien ça. Donc ça peut être une bonne stratégie pour les personnes qui ont pas encore d'idée ou qui ont pas envie de créer du contenu dans un premier temps, c'est d'aller répondre aux commentaires. Parce que les commentaires, ça va être vu par ton réseau, par le réseau de la personne qui a publié et par potentiellement toutes les personnes qui ont réagi sous le post. Donc ça peut être une bonne idée de commencer par ça. Et du coup, faut pas non plus parce que tout à l'heure on parlait de peur, tu parlais de peur de la Mmh. page blanche, peur qu'on se fasse juger, mais aussi, dans les commentaires, des fois, on peut avoir peur de réagir. Des fois, on va être peut-être juste une petite réaction, un petit pouce, un petit cœur, OK, c'est sympa. Mmh. Mais, faut pas non plus avoir peur de dire ce qu'on pense, mais toujours dans la bienveillance, ne pas aller clasher la personne, parce qu'il y en a qui le font. Mais en Mmh. général, c'est quand même un réseau aussi qui est bienveillant. Mais en tout cas, aller, commenter sans avoir cette peur justement aussi de là aussi se faire juger. C'est pour
apporter aussi, son retour, son expertise et enfin sa la valeur qu'on peut apporter, sur ces sujets-là? Mmh. Oui, tout à fait. Et toi, tu enfin, parce qu'on entend souvent des conseils un peu liker, tant de posts, faire tant de commentaires. Au départ, ça peut être un peu compliqué, surtout si on a un peu quelques a priori. Tu Mmh. conseilles d'y aller, enfin, si on y va doucement, en tout cas étape par étape, vaut mieux commencer, petit avec, par exemple, on se fixe un objectif genre, 5 aller répondre à 5 posts de nos potentielles cibles et Mmh. après au fur et à mesure, notre réseau va s'agrandir avec les personnes qu'on va suivre et après ça va devenir plus simple, mais se Mmh. focaliser en tout cas au départ sur quelque chose d'hyper précis. Oui, bah, après on n'est pas obligé de faire que ça, hein. On peut aussi mixer avec d'aller répondre, sous les enfin sous les posts de freelance avec qui on a un bon contact. Donc c'est pas juste, aller répondre sous les posts des entreprises avec qui on a envie de bosser, c'est aussi créer du lien avec son audience et dans son audience, il y a pas que des prospects, il y a aussi des gens qui nous trouvent sympas parce qu'on partage les mêmes valeurs, parce que pour X ou Y raison, donc c'est pas orienté que business non plus. Ouais, il faut avoir ces 2 visions. OK, il y a le Mmh. business, mais OK, il y a le relationnel derrière où Ouais. on peut se faire, recommander, on peut créer des liens, même des collaborations, derrière. Oui, c'est ça. En fait, il faut vraiment avoir, voir LinkedIn, enfin même d'autres plateformes comme quelque chose de plus global et pas Mmh. seulement enfin le business, il vient en fait de différents côtés qu'on a tendance à oublier et de ce que tu dis finalement, OK, il y a la création de contenu, mais ce qui est encore plus important, c'est tout ce qui se passe derrière. Oui, c'est ça. En fait, les gens pensent que sur LinkedIn, c'est parce que c'est un réseau professionnel, on peut aller vendre sa soupe au premier message. Mais en fait, pas du tout. Si tu vas dans la rue, tu vas pas lui dire: «Hey, salut, tu veux te marier avec moi?» C'est pourquoi ça serait différent sur, LinkedIn? Donc à un moment donné, il faut en créant du lien, c'est d'abord faire connaissance, voir si le contact passe bien et puis plus il y a affinité. Sauf si on va aller vraiment chercher des entreprises pour, parce qu'ils ont une offre d'emploi ou des missions à proposer. Mais en dehors de ça, faut bien passer par l'étape, faisons connaissance d'abord. On va parler un peu plus de toi, de ton compte en particulier, parce que la dernière fois que j'ai regardé, tu quand même pratiquement suivi par 4 000 personnes, c'est quand même, pas mal, faut le dire. Mmh mh. 4 000 personnes qui te suivent. Toi, comment tu as réussi à développer ton compte? On a parlé tout à l'heure de création de contenu, mais on a aussi, l'optimisation du profil. Là, tu parles aussi de créer du lien dans les commentaires ou d'aller faire des connexions. Mmh. Toi, c'est quoi vraiment les étapes que tu as mises en place au fur et à mesure? Sur quoi tu as travaillé? Alors la première chose, c'est de travailler son profil. Enfin, beaucoup le répètent, mais il y a la promesse que tu vas afficher sur ta bannière, ta photo de profil. Qu'est-ce que tu mets en titre? En titre, ça peut être soit, «Je suis graphiste pour la santé, point». Tu te limites soit à des mots-clés, comme ça tu vas apparaître plus facilement dans les moteurs de recherche et dans les apparitions aussi. Ou soit, la 2e stratégie, c'est de directement mettre ta promesse en titre. Certains, tu vas voir, je sais pas, doubler le trafic de votre site en 3 clics. Bon, j'invente. Donc là, tu as 2 stratégies. Soit tu mets les mots-clés, ou soit tu peux faire un mix des 2. Et l'objectif, c'est de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et donc de travailler ton profil comme une page de vente pour que quand le prospect il tombe dessus, il sache de quoi enfin, qu'est-ce que tu vends, pour qui, et grosso modo, c'est ça qu'il doit savoir, le plus clair possible. Donc dans les parties de son profil, tu as notamment la partie description. Donc là, il faut vraiment que tu accroches, à la première ligne, qu'on sache: «OK, est-ce que ça me concerne? Est-ce que je comprends ce qu'il me raconte? Et si oui, je vais lire plus loin et si je suis convaincu, bah, je prends rendez-vous». Une section qui est sous-estimée, c'est la partie, ma sélection. Il y en a beaucoup qui vont mettre en sélection, et moi j'ai fait l'erreur aussi, c'est pour ça que je le dis, c'est de mettre les posts qui ont le plus performé. Donc ça, c'est super pour, la preuve sociale, c'est chouette de montrer qu'on a fait 500 likes, mais ça va pas vraiment t'aider à convertir. Par contre, si tu mets, par exemple, une ressource intéressante, je sais pas, un lien vers ton portfolio, un lien pour prendre rendez-vous avec toi. Là, en fait, le passage à l'action de l'autre côté est beaucoup plus rapide que si tu mettais un post parce qu'au final, leur envoyer un post, il va voir que tu as 500 likes, mais à part ça, il va rien se passer. Donc c'est aussi se dire, heu: «Qu'est-ce que je veux que la personne fasse quand elle arrive sur mon profil?» Qu'elle prenne un rendez-vous, qu'elle s'inscrive à un newsletter, qu'elle s'inscrive à un workshop et cetera. Donc c'est aussi penser à toutes ces choses-là.
J'aime beaucoup ta comparaison entre son profil LinkedIn qu'on a peut-être tendance à délaisser au profit de on crée des beaux contenus, des beaux carousels, sur, en tout cas sur le fil Mmh. et le fait qu'en fait ce profil-là soit vraiment comme une page de vente qui doit déclencher, une action en tout cas de la part de la personne qui va venir visiter notre profil, nous découvrir et du coup, si on si on pense à cet appel à l'action dès le départ, on va pouvoir construire, notre profil de manière, méthodique et Mmh. aussi faire qu'il y ait en tout cas que le passage à l'action soit meilleur et tu te dis des fois c'est peut-être sur des détails. Il y a aussi les parties recommandations, la sélection, mais en tout cas que ça puisse amener le visiteur à, peut-être, aller voir notre site, prendre rendez-vous avec nous, au moins nous contacter. Mais, Mmh. je parce que tout le monde n'aura pas la même action et le même but, le même objectif. Mais du coup, faut vraiment travailler ça dans le détail et pas le laisser, dans son jus, ne pas l'optimiser. Tu parlais aussi, ouais, des bannières, du coup, c'est important de mettre les informations, principales, dès le départ et de bien les montrer. Ça sert à rien de cacher, parce que c'est vrai que des fois, il y a peu de choses qui sont visibles du premier coup d'œil et du coup, avec la bannière, c'est là où on peut, bon, pas tout dire parce que c'est quand même un espace limité, mais en tout cas, on peut rendre visible sa promesse également et dire ce qu'on fait rapidement au premier coup d'œil, quand on arrive sur un profil. Donc il y a plein de petites choses en fait à optimiser. Toi, tu te sers d'autres catégories parce que là, je parlais des recommandations. Il y a d'autres choses que tu trouves utiles, en tout cas qu'il faut pas négliger sur son profil, en plus? Oui, alors on peut retravailler la section expérience. Tu sais, au début, quand on est Ouais. salarié, on met juste le titre de la fonction et puis, 2-3 lignes et c'est bien de démontrer, c'est un peu fastidieux comme exercice, c'est de décrire, déjà le secteur d'activité, ce qu'elle fait en une phrase ou 2, et puis la problématique et qu'est-ce que tu as apporté comme bénéfice? Comme ça, si la personne, elle lit, elle comprend, elle peut se dire: «Ah ben j'ai la même problématique, je sais que Vie, elle peut m'aider sur ça ou sur l'une ou l'autre chose». Donc ça aussi, c'est important de le faire. Ouais, donc ne pas hésiter, en tout cas, à aller dans le détail, tant qu'on n'est pas limité en caractère, voilà, être Mmh. concis, mais être aussi précis dans ce qu'on fait pour détailler un maximum et qu'on se dise que les personnes qui viennent voir, en tout cas, se disent: «OK, elle peut répondre à ça, ça peut être intéressant», par rapport à tout un tas de choses. Oui, et aussi pas hésiter à rajouter des médias, surtout si on est designer, de mettre, je sais pas, des avant-après, des photos, des mock-ups et tout ça, vraiment pour aider le client à se projeter dans notre travail. Ouais, du coup, ça me fait penser aussi aux copywriters. En fait, c'est un peu plus compliqué, mais par exemple, pour ceux qui vont écrire des newsletters, des fois, on peut essayer de montrer le travail qu'on a fait, rédiger, certaines pages de vente ou autres. Il y a plein de moyens de montrer son travail, donc faut pas hésiter, du coup, à servir, de cette vitrine, en tout cas, qui est là, devant nous et pour, promouvoir, en tout cas, tout ce qu'on fait, toute notre expertise. Mmh. Toi, quand tu as créé quand tu étais plus tu es toujours dans la création de contenu, c'est quoi ton rythme, la routine que tu as installée par rapport à ça? Tu as une fréquence de publication? Hem, le rythme idéal pour moi, ce serait 2 posts par semaine, mais il y a eu des périodes où j'ai rien publié pendant 3 semaines, hein, ça c'est pas grave. Je pense que ça sert à rien d'imposer un rythme, de dire que moi je publie 2 fois, il y en a qui vont publier 2 fois par jour. Ça dépend l'objectif que tu cherches derrière. Si tu es pressé d'avoir des clients parce que tu es en manque de trésorerie, c'est pas la création de contenu qui va t'aider à tout de suite générer du chiffre derrière, et ça, c'est aussi une des erreurs qu'on peut faire, c'est de pas penser long-termiste, parce que certains vont se décourager et se dire: «Purée, j'ai fait 10 posts et il se passe rien». Mais c'est normal. Ça prend du temps d'éduquer son audience, qu'elle puisse se rappeler de toi et qu'elle se dise: «OK, Faustine, c'est la spécialiste en X, Y, Z». Il faut un temps pour que l'audience soit, habituée à te voir dans son feed, qu'elle puisse se dire que tu es associé à une problématique, que tu fasses après peut-être figure d'autorité sur, un sujet d'expertise. Et c'est vrai qu'au début, moi, j'avais beaucoup publié parce que c'est vrai qu'il faut mettre beaucoup d'énergie et de temps là-dedans, parce que ça prend du temps de répondre aux gens en commentaire, de rajouter du monde à son réseau, d'aller, interagir avec les gens tout simplement, ça prend du temps, et aussi de devoir, suivre toutes ces opportunités-là. C'est pas juste, je fais mon post et j'attends que les choses se passent. C'est pouvoir après voir quel type de personnes vont réagir à ton post. Si je vois qu'il y a des chargés de communication qui sont pas encore dans mon réseau, je les rajoute et puis après j'essaye de battre, le fer tant qu'il est encore chaud pour voir, quels sont leurs besoins. Donc c'est aussi creuser derrière, c'est pas, la partie contenu, ça t'aide effectivement à attirer
ton client, mais derrière, tu as tout le processus pour l'amener, à passer à la caisse, à la fin, dans le monde idéal. Et ouais et justement par rapport à ça, tu parlais, par exemple, enfin, on voit que tu as quelqu'un qui est dans ta cible qui a commenté ton post, Mmh. voilà, toi, tu peux lui répondre. Si tu trouves que la personne est intéressante, tu vas l'ajouter dans tes contacts. Tu essaies de faire des notes personnalisées ou tu es plus, j'envoie l'invitation, la personne accepte pas, mais sans message? J'ai fait les 2. Je trouve que j'ai un meilleur taux de réponse quand il y a rien. Sauf Ouais? si, il y a des personnes qui vont pas apprécier de recevoir tout de suite un message parce qu'elles ont l'impression que c'est de la prospection automatisée, ce que je peux comprendre. De recevoir un gros pavé dès le premier message, ça fait un peu peur. Alors qu'au premier là, tu peux dire: «Ah merci, de m'avoir ajouté. Est-ce que c'est suite à mon post sur, je sais pas, sur mon tuto Canva que vous avez réagi?» Et donc à partir de cette question clé là, tu peux un peu creuser sans pour autant chercher à vendre dès le départ. Sinon là, la personne, elle a l'impression que tu la traites comme un portefeuille ambulant et c'est pas l'objectif non plus. C'est justement la suite des questions que j'allais te poser parce qu'une fois qu'on a cette connexion qui est établie, voilà, on sait que des fois les premiers messages, c'est pas forcément facile à envoyer, parce qu'il faut pas non plus, foirer toute la première mise en relation. C'est important que la personne ait une bonne image de nous et qu'on ne se grille pas de suite. Donc tu le disais, il faut pas forcer et vendre dès le premier message. Donc toi, tu as des enfin, enfin, je sais pas si tu te présentes, si, tu renv franchement, tu poses la question: «Est-ce que c'est suite à tel post que j'ai fait?» Enfin, voilà, que tu acceptes, en tout cas, ma connexion. Toi, tu t'y Mmh. prends comment? Ou tu as testé peut-être différentes choses par rapport à ces messages, en tout cas pour rentrer en contact, une fois que tu as fait cette mise en connexion? Je dirais pour résumer en une phrase, c'est pour être intéressant, soyez intéressé. En fait, les gens, ils je veux pas dire qu'ils s'en fichent un peu de qui tu es, mais si tu fais la démarche de t'intéresser à eux, d'aller voir un peu leur profil, ce qu'ils font, c'est de partir à partir des informations que tu as pu récolter sur eux et les gens, ça fait toujours plaisir de savoir qu'on s'intéresse à eux et c'est seulement après que tu vas pouvoir parler un peu de toi parce que forcément tu as le biais de réciprocité. À force de poser des questions sur eux, ils vont se dire: «Ah mais, qu'est-ce que tu fais toi? Qu'est-ce que tu proposes?» Donc tu vois, c'est de pouvoir Mmh. susciter la curiosité. Si tout de suite tu dis: «Bonjour, je m'appelle Faustine, je fais des sites de A à Z et je vous aide dans la rédaction», personne n'a envie de te répondre. Donc, Ouais, donc on pouvoir n'enfonce pas des portes et on se renseigne avant et puis l'avantage de LinkedIn, c'est qu'il y a déjà toutes les informations qui sont groupées au même endroit, mmh quasiment. Donc c'est aussi, un gain de temps. Donc en gros, on n'hésite pas à leur parler d'eux, à se renseigner sur la personne avec laquelle on a envie d'interagir. oui. Et du coup, ça revient à ce que tu disais, pas la mise en relation, mais le contact est hyper important, en tout cas pour développer ses relations, prendre des nouvelles également et des fois, même si ça débouche pas en tout cas sur une prestation, une collaboration, si ça se trouve, si la discussion était intéressante et que la personne, tu trouvé sympa, elle peut te recommander à d'autres personnes si elle entend qu'il y a telle ou telle personne qui a besoin, d'un service ou de telle chose dans son entreprise. Oui, c'est ça. Faut pas voir enfin, tu le dis, ça prend énormément de temps, mais faut pas voir ça comme du temps, perdu s'il y a pas, en tout cas, tel ou tel, résultat à la fin. Ça pourra, peut-être apporter d'autres résultats et d'autres bonnes surprises. Oui, c'est pour ça que c'est important de pouvoir, avoir un tableau de bord, un Notion ou peu importe l'outil et de pouvoir traquer ces données-là. Parce que si tu as mis en place une stratégie de contenu et qu'au bout de 30 posts, tu as toujours pas de résultat parce que, je sais pas, ton objectif c'était d'avoir, de décrocher, 10 appels découvertes et que tu en as eu que un ou 2. Alors là, il faut se poser des questions sur ta stratégie. Qu'est-ce que tu as fait comme contenu? Qu'est-ce que tu as mis comme appel à l'action? Qu'est-ce qui fait que les gens vont pas passer à l'action? Et pas il faut pas attendre et se dire: «OK, c'est une stratégie qui prend du temps, je vais attendre 6 mois». Faut être un peu plus pragmatique quand même. Et par rapport justement à ce suivi, toi, tu Mmh. essayes de suivre quoi comme données justement pour te rendre compte de ce qui marche pas ou même, dans les personnes que tu as contactées, Mmh. enfin, quelles données toi tu essaies de mettre dans ton tableau pour te faciliter la vie et ce suivi derrière? Alors dans mon CRM, en général, je rajoute que les opportunités, hem,
comment dire? Comment expliquer? Sans faire trop compliqué, je vais rajouter par exemple, je vais te rajouter parce que le contact est bien passé. Je t'ai identifié comme étant freelance, prescripteur de service parce qu'on a des compétences complémentaires et je vais me rajouter un rappel enfin déjà, je vais rajouter, une colonne avec, les des mots-clés de notre dernier échange. Comme ça, je me rappelle de quoi est-ce qu'on a discuté, de sorte à pouvoir recréer le lien après quelques mois, parce que parfois il peut s'écouler énormément de temps entre, 2 prises, de nouvelles et puis je vais me rajouter un rappel pour, 3-6 mois, peu importe, pour me rappeler de dire: «Ah OK, je vais prendre des nouvelles de la personne» et les gens seraient étonnés, mais ça fait en fait hyper plaisir de prendre des nouvelles des autres parce que ils vont dire: «Ah ben tiens, je pensais justement à toi la semaine dernière parce que j'ai vu un de tes posts» et pour moi, il y a beaucoup d'opportunités qui sont cachées en messagerie, mais les gens ne l'utilisent pas suffisamment. Donc pour moi, c'est une donnée importante à mettre dans son outil et à utiliser en combinaison avec, enfin, j'ai un autre tableau Notion où je mets tous mes mon calendrier éditorial, en fait et pour chaque post, je sais si c'est enfin, quel type de format, quelle a été la thématique, quel a été l'appel à l'action et derrière, en termes de résultats, le nombre d'interactions, le nombre d'invitations que j'ai reçues, pour voir aussi quel type de profils vont me rajouter et voir si je vais dans la bonne direction. Ouais, du coup, c'est hyper important ce suivi stratégique derrière. Au moins, Mmh. ça te permet de bien analyser puis de rediriger un peu ta stratégie dans le bon sens et dans les actions que tu as à mener Oui. et on va se diriger vers la fin tout Mmh. doucement. Pour toi, c'est quoi les erreurs du coup à éviter, sur LinkedIn concrètement? Alors les erreurs à éviter, c'est de se laisser bloquer par, plein de peurs. On a parlé du syndrome de l'imposteur, manque de légitimité, peur de pas savoir quoi publier. On commence tous quelque part, même, Thibault Louis qui publie tous les jours. Son premier post, il a commencé par: «Cher réseau», donc si on se dit ça, il y a aucun blocage à avoir. Aussi le perfectionnisme, faut pas attendre qu'un post soit parfait. Si ton post aujourd'hui fait un flop, c'est pas grave, tu t'en fais un autre demain et tu continues à itérer. C'est vraiment une stratégie long-termiste, donc c'est normal si ça fait un flop au début et si ça marche bien, tant mieux. Mais ça doit pas être, le premier facteur qui va te dire: «OK, je reste sur LinkedIn ou je reste pas sur LinkedIn». Parce qu'au final, c'est pas ça qui compte, c'est pas le nombre de likes, c'est ce que tu vas en faire après derrière. Comment est-ce que Ouais, du tu vas coup, capitaliser? on peut avoir très peu de likes, mais derrière avoir des bonnes opportunités, qui peuvent se concrétiser. Ça enfin, tu le disais, le on peut avoir 200 likes et 0 opportunité derrière. Faut pas se Oui. fier à tout ça. Ah clairement, je vais pas citer la personne, mais je connais une dame, qui fait, au moins 500 likes, 200 à 500 likes par post et elle me dit derrière, elle arrive à gérer quasi aucune opportunité. Donc heu, donc voilà, c'est pour un peu, dédramatiser la chose. C'est ça. Faut pas se laisser démoraliser par, toutes ces métriques, tous ces chiffres qui apparaissent en disant: «Non mais mon post il était nul, ça a intéressé personne» et puis comme tu le disais tout à l'heure, LinkedIn, il y a un enfin je trouve que c'est un super avantage, c'est que quand, des personnes like notre post, commentent, c'est visible par enfin du coup notre post est visible par notre réseau, mais aussi visible par la personne qui a commenté ou liké et ça c'est, vraiment incroyable parce qu'on est visible par beaucoup plus de personnes. Mmh. On n'est pas limité. Ah oui, clairement, il y a vraiment cet effet de, enfin je pense au petit caillou que tu lances Mmh. dans l'eau, ça fait des ondes, c'est un peu pareil. Ouais, donc c'est enfin, pour moi, c'est vraiment le truc que je trouve top sur ce réseau et après, tu le disais, faut pas se laisser décourager par les premiers résultats, même parce qu'on met en place, c'est long à mettre en place et surtout, les chiffres, c'est bien, mais il faut pas se fier à tout, enfin, tout juste ceux qui sont visibles. Faut Mmh. aller voir derrière ce qui est caché, les opportunités, les mises, en relation, les mises en contact. OK, c'est bien d'apparaître dans le feed, mais tu le disais, le contenu ne fait pas tout. LinkedIn, il y a une grosse partie, réseautage, en tout cas pour créer des connexions et même si c'est pas des clients avec lesquels on va se connecter ou des prospects, tu le disais, les rapporteurs d'affaires, les prescripteurs, enfin même des partenariats, des collaborateurs, c'est assez large. Oui, oui. Est-ce que tu aurais, un conseil justement pour, des gens qui veulent peut-être démarrer ou redémarrer en tout cas, leur communication via LinkedIn, des choses à faire et peut-être, vraiment une chose à ne pas faire également? Moi si je devais recommencer, je prendrais plus de temps pour faire une étude de marché. Parce que tout part de la connaissance de ta cible. Si tu la connais sur le bout des doigts,
tu pourras faire des posts beaucoup plus percutants, beaucoup plus pertinents et tu auras après des prospects plus qualifiés aussi. Parce qu'au début, tu vois, on tâtonne un peu, on ne sait pas sur quel type de sujet, parler, mais au fur et à mesure que tu vas affiner tes connaissances et que tu vas les croiser avec tes interviews clients, tu auras beaucoup plus d'informations à fournir qui vont t'aider à générer des idées de contenu. Pour moi, c'est le plus important. Parce Bah, que de super ça, int tu vas faire, un ouais. profil, qui soit aligné, ta strat, elle est alignée aussi, enfin tout sera aligné. Ouais, tout va découler simplement et puis même ce sera facile à créer derrière, Mmh. à tous les niveaux. Ouais. Et du coup, si on résume, OK, on pense à la création de contenu comme tu l'as dit, on va essayer de connaître un maximum son client idéal, mais on ne mise pas tout là-dessus. On va aussi aller, voir les autres, commenter leurs posts, créer des relations, échanger et on n'oublie pas de prendre des nouvelles parce que ça fait toujours plaisir avec les relations qu'on a, créées Mmh. et ça entretient en fait, cette relation et il y a des opportunités qui peuvent arriver de ces petits échanges qui ont l'air anodins, mais qui peuvent offrir beaucoup derrière.